Des barres essaient d'agresser l'élève après l'école. Grosse erreur. Il était entraîné et les a tabassés. Jean-Baptiste Dubois serra davantage son blouson bleu autour de ses épaules en franchissant pour la 3e fois de la semaine les portes du lycée Victor Hugo. Le tissu était doux et usé, un objet réconfortant qu'il avait emporté dans 3 lycées différents en 2 ans. Sa famille déménageait fréquemment en raison du travail de son père, artisan. Et Jean-Baptiste avait appris que faire profil bas était généralement la meilleure stratégie pour survivre dans un nouvel endroit. À 17 ans, il n'était ni grand ni particulièrement large, avec des cheveux châtains qui lui tombaient sur le front et des yeux bleus tranquilles qui semblaient tout observer sans rien révéler. Les couloirs de Victor Hugo bourdonnaient de l'énergie matinale typique des adolescents, se précipitant vers leur casier et échangeant des potins. Jean-Baptiste se fraya un chemin à travers la foule, avec une invisibilité pratiquée, la tête baissée et son sac à dos serré contre lui. Il avait déjà cartographié la disposition du lycée au cours de ses 2 premiers jours, identifiant les itinéraires les plus rapides entre les cours et les coins où il pouvait déjeuner seul, sans attirer l'attention. « Hé, regardez ce qu'on a là !» lança une voix derrière lui, alors qu'il s'approchait de son casier. Jean-Baptiste n'avait pas besoin de se retourner pour savoir qu'il était la cible. Il avait déjà entendu ce ton particulier au collège Saint-Exupéry et au lycée Montaigne. C'était le son des ennuis qui le retrouvait une fois de plus. La voix appartenait à Antoine Lemaire, un terminal trapu avec des cheveux gominés et le genre de fanfaronnade qui venait de n'avoir jamais subi de vraies conséquences. Antoine était flanqué de son équipe habituelle, Kevin Moreau, grand et dégingandé, avec un sourire cruel qui semblait gravé en permanence sur son visage, et Maxime Garnier, plus petit mais bâti comme un rugbyman, avec des phalanges qui semblaient avoir vu beaucoup d'actions. Ils étaient les rois officieux de la hiérarchie sociale de Victor Hugo, le genre qui prenait la peur pour du respect et utilisait leur taille et leur réputation pour maintenir le contrôle sur leur territoire. Le nouveau pense qu'il est trop bien pour dire bonjour, continua Antoine, se rapprochant jusqu'à ce que Jean-Baptiste puisse sentir l'odeur de cigarette sur son haleine. Ce n'est pas très amical, n'est-ce pas, les gars? Jean-Baptiste garda son attention sur la combinaison de son casier, ses doigts stables malgré la tension qui montait dans ses épaules. Il avait déjà vécu cette danse auparavant. La clé était de ne pas leur donner ce qu'ils voulaient, une réaction, de la peur, ou plus important encore, une raison de passer à l'étape supérieure. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que personne ne pouvait comprendre, c'était que Jean-Baptiste avait passé les 4 dernières années à s'entraîner dans des clubs de combat clandestins à travers 3 villes différentes. Les déménagements constants de son père l'avaient introduit dans un monde où la survie signifiait apprendre à se battre, et Jean-Baptiste avait découvert qu'il avait un talent naturel pour la violence qui à la fois l'excitait et le terrifiait. « Je te parle, Bleu », dit Antoine, poussant l'épaule de Jean-Baptiste assez fort pour le faire claquer contre le casier métallique. Le bruit résonna dans le couloir, incitant plusieurs élèves à jeter un coup d'œil avant de détourner rapidement le regard. Personne ne voulait s'impliquer avec l'équipe d'Antoine. Jean-Baptiste se redressa lentement, sa main toujours sur la porte de son casier. « Désolé, dit-il doucement, sa voix à peine audible. J'essayais juste de prendre mes livres. » Kevin rit, un son aigu qui coupa le bruit du couloir. « Écoutez-le, les gars, j'essayais juste de prendre mes livres. » Il imita d'une voix aiguë. « T'as quel âge? 12 ans. » Maxime s'avança de l'autre côté de Jean-Baptiste, l'enfermant effectivement contre les casiers. « On a entendu dire que tu venais de Marseille, » dit-il, faisant craquer ses doigts délibérément. « Un gars de la grande ville, hein? Eh bien, c'est une petite ville ici, et c'est nous qui commandons. Tu comprends ce que je dis ?» Jean-Baptiste acquiesça, gardant les yeux baissés. À l'intérieur de sa poitrine, il pouvait sentir son rythme cardiaque ralentir, sa respiration devenant plus contrôlée. C'étaient les réponses physiques qu'il s'était entraîné pendant des années à cultiver avant un combat, mais il les réprima. Se battre ici signifierait des questions, des enquêtes et peut-être des accusations criminelles. Plus important encore,
Cela signifierait que son père découvrirait le circuit clandestin, quelque chose que Jean-Baptiste avait gardé caché pendant 2 ans. « Bien », dit Antoine, tapotant la joue de Jean-Baptiste dans un geste qui se voulait humiliant. « Maintenant, voici comment ça marche. Chaque jour, tu vas nous donner tout l'argent que tu as sur toi. Considère ça comme une taxe d'amitié. Et le vendredi, tu vas faire nos devoirs pour nous. Maths, français, tout ce dont on a besoin. Pigé ?» Avant que Jean-Baptiste ne puisse répondre, la sonnerie retentit et le couloir commença à se vider alors que les élèves se précipitaient vers leur cours de première heure. L'équipe d'Antoine recula, mais le message était clair. Ce n'était que le début. Le reste de la matinée passa dans un flou d'introduction et de participation forcée à des cours où Jean-Baptiste essaya de se fondre dans le décor. Pendant le déjeuner, il trouva une table tranquille dans le coin de la cantine, sortant un sandwich que sa mère avait préparé et un roman de poche usé. Il avait appris qu'avoir quelque chose à lire le faisait paraître occupé et moins abordable, bien que cela fonctionnât rarement longtemps. « Tiens, tiens, tiens !» La voix de Kevin coupa sa concentration. « Si ce n'est pas notre nouveau meilleur ami !» Jean-Baptiste leva les yeux pour voir les trois s'approcher de sa table, portant des plateaux de déjeuner et arborant des sourires identiques qui promettaient des ennuis. La cantine était pleine d'élèves, mais Jean-Baptiste pouvait déjà les voir se détourner, faisant semblant de ne pas remarquer ce qui allait se passer. « Ça vous dérange si on s'assoit ?» demanda Antoine, n'attendant pas de réponse avant de se glisser sur le siège en face de Jean-Baptiste. Kevin et Maxime le flanquèrent de chaque côté, leur présence rendant immédiatement la petite table exiguë et menaçante. « En fait, » commença Jean-Baptiste, commençant à se lever. « Assieds-toi » dit sèchement Maxime, sa main atterrissant lourdement sur l'épaule de Jean-Baptiste et le forçant à se rasseoir. On n'a pas fini de parler. Antoine tendit la main à travers la table et ramassa le sandwich de Jean-Baptiste, l'examinant avec un intérêt exagéré. « Jambon fromage !» annonça-t-il à ses amis. « Pas mal, j'en avais marre de la nourriture de la cantine de toute façon. » Il prit une grosse bouchée, mâchant lentement, tout en maintenant un contact visuel avec Jean-Baptiste. Des miettes tombèrent sur la table entre eux et Antoine ne fit aucun effort pour les nettoyer. C'était une démonstration délibérée de manque de respect, conçue pour établir la domination de la manière la plus élémentaire possible. « Vous savez ce que je pense ?» dit Kevin, se penchant en arrière sur sa chaise. « Je pense que notre ami ici doit comprendre sa place dans la chaîne alimentaire. Ce n'est pas Marseille ici, gamin. Tu ne peux pas simplement arriver dans notre lycée et t'attendre à être traité comme si tu appartenais à cet endroit. » Jean-Baptiste sentit sa mâchoire se serrer, mais il se força à rester calme. Dans le circuit clandestin, il avait appris à lire ses adversaires, à comprendre leurs motivations et leurs faiblesses. Antoine était le tyran alpha classique, ayant besoin d'une validation constante de son pouvoir. Kevin était l'instigateur, celui qui poussait les situations vers la violence. Maxime était l'exécuteur, le muscle qui faisait le sale boulot. Ils opéraient en meute, se nourrissant de l'énergie et de la confiance de chacun. « Écoutez, » dit Jean-Baptiste prudemment, « je ne veux pas d'ennuis, j'essaie juste de finir le lycée. » « Des ennuis ?» Antoine rit, finissant le sandwich de Jean-Baptiste et s'essuyant les mains sur la serviette de Jean-Baptiste. « Qui a parlé d'ennuis? On est juste amicaux. N'est-ce pas, les gars ?» Il fit un signe de tête à Maxime, qui tendit immédiatement la main et fit tomber le livre de Jean-Baptiste par terre. Le livre de poche heurta le sol et glissa sous la table voisine, les pages s'étalant. « Oups !» dit Maxime avec une fausse sincérité. « Quel maladroit je fais !» Jean-Baptiste commença à se lever pour récupérer son livre, mais le pied de Kevin jaillit, bloquant son chemin. « Où vas-tu, Bleu? Le déjeuner n'est pas encore fini. » Le surnom piqua plus que Jean-Baptiste ne voulait l'admettre. Tout au long de son temps dans le circuit clandestin, il avait gagné le respect grâce à ses capacités de combat. Les promoteurs connaissaient son nom, ses adversaires le craignaient et les spectateurs l'acclamaient lorsqu'il entrait sur les rings improvisés. Mais ici, il n'était que Bleu, un moins que rien qui pouvait être bousculé sans conséquence. « S'il vous plaît, »
dit Jean-Baptiste, sa voix toujours calme, mais avec un tranchant qui n'était pas là auparavant. « Laissez-moi juste prendre mon livre. » Antoine se pencha en avant, ses coudes sur la table. « Dis, s'il vous plaît, monsieur, » exigea-t-il. « Montre un peu de respect. » La cantine sembla devenir plus silencieuse autour d'eux, les autres élèves sentant la tension mais ne voulant pas intervenir. Jean-Baptiste pouvait voir quelques professeurs à l'extrémité de la pièce, mais ils étaient plongés dans une conversation et ne prêtaient aucune attention au drame qui se déroulait à sa table. Jean-Baptiste ferma les yeux pendant un moment, se recentrant comme son entraîneur le lui avait appris. Dans le circuit clandestin, il y avait des règles, des codes de conduite que même les combattants les plus brutaux respectaient. Ce qui se passait ici était différent. C'était une humiliation systématique conçue pour briser son estime de soi. C'était le genre de guerre psychologique qui pouvait détruire quelqu'un qui n'avait pas les outils pour riposter. Mais Jean-Baptiste avait ces outils. Il ne pouvait tout simplement pas les utiliser. « S'il vous plaît, monsieur, » dit-il finalement, les mots ayant le goût de cendre dans sa bouche. « Laissez-moi prendre mon livre. » Le sourire d'Antoine s'élargit. « C'est mieux. Vous voyez, les gars, il peut apprendre. » Il fit un signe de tête à Kevin, qui bougea son pied. Jean-Baptiste récupéra rapidement son livre, vérifiant les pages pour les dommages en retournant à son siège. La tranche était pliée, mais il était toujours lisible. « À la même heure demain, Bleu, » dit Antoine, alors que les trois se levaient. « Et n'oublie pas notre petit arrangement. On attendra cette taxe d'amitié. » Ils s'éloignèrent en riant, laissant Jean-Baptiste seul à la table avec les restes de son déjeuner éparpillés autour de lui. Il resta assis là pendant plusieurs minutes, fixant les miettes qu'Antoine avait laissées derrière lui, sentant le poids de chaque père Dieu qu'il avait regardé se faire humilier sans intervenir pour l'aider. Les cours de l'après-midi traînèrent en longueur, Jean-Baptiste étant incapable de se concentrer sur autre chose que la rencontre à la cantine. Il avait déjà eu affaire à des brutes auparavant, mais jamais avec une approche aussi systématique. L'équipe d'Antoine ne cherchait pas seulement un coup de pouvoir rapide. Ils établissaient un arrangement à long terme qui maintiendrait Jean-Baptiste sous leur contrôle pour le reste de l'année scolaire. Alors que la dernière sonnerie retentissait, Jean-Baptiste rassembla ses livres et se dirigea vers son casier, espérant éviter une autre confrontation. Mais en tournant au coin du couloir principal, il les vit l'attendre. Antoine était appuyé contre les casiers, les bras croisés, tandis que Kevin et Maxime flanquaient les portes de sortie. Ils s'étaient parfaitement positionnés pour l'attraper, peu importe la façon dont il essayait de partir. « Il est temps de payer, Bleu », lança Antoine, alors que Jean-Baptiste s'approchait. Le couloir se vidait rapidement alors que les élèves se précipitaient pour prendre les bus ou se rendre à des activités après l'école, laissant Jean-Baptiste avec moins de témoins potentiels. Jean-Baptiste fouilla dans sa poche et sortit un billet de 5 € froissé, son argent de déjeuner pour le lendemain. Il le tendit sans établir de contact visuel, espérant que la transaction serait rapide et silencieuse. Antoine attrapa l'argent et l'examina avec une déception théâtrale. « 5 €? C'est tout ? Allez, Marseille, je sais que tu as plus que ça. »« C'est tout ce que j'ai, » dit Jean-Baptiste honnêtement. Sa famille n'était pas riche et il avait appris à faire durer chaque euro. « Vérifie son sac à dos, » suggéra Kevin avec un sourire cruel. « Peut-être qu'il cache quelque chose. » Avant que Jean-Baptiste ne puisse protester, Maxime attrapa son sac à dos et en vida le contenu sur le sol. Des livres, des cahiers, des stylos et des objets personnels s'éparpillèrent sur le carrelage du couloir. D'autres élèves qui passaient contournèrent le désordre sans s'arrêter, les yeux soigneusement détournés. « Regardez ce qu'on a là !» dit Antoine, ramassant une petite photo qui était tombée de l'un des manuels de Jean-Baptiste. Elle montrait Jean-Baptiste avec ses bras autour d'un homme et d'une femme d'âge moyen, clairement ses parents, prises lors de ce qui ressemblait à un barbecue familial. « Oh, comme c'est mignon !» Il transporte des photos de maman et papa. Jean-Baptiste sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac, alors qu'Antoine tenait la photo en l'air pour que Kevin et Maxime la voient. « Mes parents, » dit-il doucement, tendant la main, « s'il vous plaît, rendez-la. »« S'il vous plaît, » se moqua Antoine,
tenant la photo plus haut. Je pense qu'on doit apprendre à notre ami les bonnes manières pour demander gentiment. Il fit mine d'examiner la photo de plus près, puis regarda Jean-Baptiste avec une expression calculatrice. « Tu sais quoi? Je pense que je vais la garder pendant un moment. Peut-être la montrer, faire savoir à tout le monde quelle fille à maman on a ici. »« Rends-la, » dit Jean-Baptiste, sa voix portant un avertissement qui fit échanger des regards à Kevin et Maxime. Pendant un instant, quelque chose avait changé dans le comportement de Jean-Baptiste, un changement subtil dans la posture, une qualité différente dans son immobilité. Antoine ne remarqua pas ou choisit de l'ignorer. « Ou quoi ?» défia-t-il, agitant la photo de manière moqueuse. « Tu vas le dire au professeur, appeler ta maman pour qu'elle vienne te chercher ?» Jean-Baptiste fit un pas en avant, et soudain, l'air dans le couloir sembla différent. La main de Maxime se déplaça instinctivement vers sa ceinture et Kevin se redressa de son appui décontracté contre le mur. Quelque chose dans le mouvement de Jean-Baptiste avait déclenché leurs instincts de prédateurs, les avertissant que la proie pourrait ne pas être aussi impuissante qu'ils l'avaient supposé. Mais Antoine était trop investi dans la performance pour reculer maintenant. D'un mouvement délibéré, il déchira la photo en deux, puis en deux à nouveau, laissant les morceaux tomber au sol autour des affaires éparpillées de Jean-Baptiste. « Oups !» dit Antoine avec une innocence exagérée. « On dirait qu'il y a eu un accident. » Jean-Baptiste fixa les morceaux déchirés de la photo, sentant quelque chose se briser à l'intérieur de sa poitrine. L'image avait été prise l'été dernier, lors de l'une des rares fois où sa famille s'était sentie stable et heureuse. Sa mère avait insisté pour la photo, disant qu'elle voulait se souvenir du moment où tout semblait parfait. Quand Jean-Baptiste leva les yeux, Antoine fit un pas involontaire en arrière. Le garçon calme et soumis de la cantine avait disparu, remplacé par quelqu'un avec des yeux d'un calme mortel et le genre d'immobilité qui précédait l'explosion. « Tu n'aurais pas dû faire ça », dit doucement Jean-Baptiste. « Ouais ?» Antoine retrouva rapidement sa bravade, revenant dans l'espace personnel de Jean-Baptiste. « Qu'est-ce que tu vas faire? Pleurer ?» Jean-Baptiste se pencha et commença à ramasser ses affaires éparpillées, ses mouvements prudents et délibérés. Il rassembla les morceaux déchirés de la photo et les glissa dans sa poche, puis remballa méthodiquement son sac à dos. Les trois brutes le regardèrent avec une confusion croissante, ne comprenant pas pourquoi leur victime ne réagissait pas comme ils s'y attendaient. « C'est ça !» dit Kevin, essayant de reprendre l'élan. « Nettoie ton désordre comme un bon petit garçon. » Jean-Baptiste se leva lentement, mettant son sac à dos sur son épaule. Quand il regarda à nouveau Antoine, son expression était complètement neutre. « Je vous verrai après l'école, » dit-il simplement. « Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ?» demanda Maxime, mais Jean-Baptiste s'éloignait déjà, se dirigeant vers les portes de sortie avec des pas réguliers et mesurés. Antoine l'appela. « Hé, on n'a pas fini ici !» Mais Jean-Baptiste ne se retourna pas et ne reconnut pas le cri. Il poussa les portes et sortit à la lumière du soleil de l'après-midi, laissant les trois brutes debout dans le couloir, avec le vague sentiment que quelque chose venait de changer dans leur dynamique soigneusement contrôlée. Le reste de l'après-midi passa lentement pour Jean-Baptiste. Il rentra à pied dans le petit appartement que sa famille louait, prit un dîner tranquille avec ses parents et termina ses devoirs avec une précision mécanique. Sa mère lui demanda comment s'était passée sa journée et il lui donna la réponse standard « bien » que les adolescents avaient perfectionné depuis des générations. Elle n'insista pas pour obtenir des détails, bien qu'il les surprise en train d'étudier son visage avec l'expression inquiète que les parents développaient lorsqu'ils sentaient que leurs enfants étaient en difficulté. Ce soir-là, Jean-Baptiste se tenait devant le miroir de sa chambre et déballa le ruban athlétique autour de ses mains, une habitude qu'il avait conservée même pendant sa retraite forcée des combats. Ses jointures étaient encore marquées de sa dernière rencontre il y a 3 mois, de faibles lignes qui racontaient l'histoire d'un jeune homme qui avait appris à survivre grâce à la violence. Le circuit clandestin l'avait trouvé par accident lors du séjour de sa famille à Lyon.
Jean-Baptiste s'était fait tabasser par des jeunes du quartier près de leur immeuble lorsqu'un homme plus âgé nommé Serge Rossi était intervenu. Serge avait été boxeur professionnel dans sa jeunesse et servait maintenant de recruteur pour les opérations de combat clandestines dans toute la région. Il avait vu quelque chose dans la volonté de Jean-Baptiste de continuer à se relever après avoir été mis à terre et lui avait proposé de lui apprendre à riposter. Ce qui avait commencé comme des leçons d'autodéfense avait évolué vers quelque chose de beaucoup plus sérieux. Jean-Baptiste découvrit qu'il avait un timing naturel, une puissance dévastatrice dans ses mains et, plus important encore, la capacité de rester calme sous pression. En 6 mois, il se battait dans des sous-sols et des entrepôts pour des prix en argent qui aidaient sa famille à payer le loyer. En 1 an, il s'était forgé une réputation comme l'un des jeunes combattants les plus prometteurs du circuit. Mais le monde clandestin comportait des dangers au-delà des blessures physiques. Il y avait des éléments criminels, des dettes de jeu et la menace constante de descentes de police. Lorsque sa famille déménagea à leur emplacement actuel, Jean-Baptiste avait pris la décision de laisser cette vie derrière lui. Il s'était dit qu'il pouvait survivre au lycée grâce aux mêmes techniques qui lui avaient servi dans les écoles précédentes. Se taire, rester invisible et attendre la remise des diplômes. Antoine Lemaire avait rendu cette stratégie impossible. Jean-Baptiste remballa ses mains et passa 1 heure à travailler sur sa routine d'entraînement, faisant du shadowboxing dans le petit espace entre son lit et son bureau. Son corps se souvenait parfaitement des mouvements, le jeu de jambes, les combinaisons, la façon de générer une puissance maximale à partir d'un espace minimal. La mémoire musculaire était une chose puissante, et malgré des mois d'inactivité, Jean-Baptiste sentit ses réflexes s'aiguiser à chaque répétition. Le lendemain matin à l'école, Jean-Baptiste put sentir le changement d'atmosphère immédiatement. Le mot s'était répandu sur la confrontation dans le couloir, et les élèves le regardaient avec un mélange de curiosité et d'anticipation. Certains semblaient compatissants, d'autres semblaient attendre du divertissement, mais tous savaient que quelque chose se construisait vers une conclusion. L'équipe d'Antoine était plus agressive que d'habitude, enhardie par leur apparente victoire de la veille. Ils se firent un devoir de bloquer le chemin de Jean-Baptiste dans les couloirs, le forçant à les contourner pendant qu'il faisait des commentaires bruyants sur son apparence, sa famille et sa valeur générale. Pendant le déjeuner, ils s'emparèrent de sa table d'angle habituelle, le forçant à manger debout près des poubelles. « Tu as l'air un peu tendu, Bleu », commenta Kevin, alors que Jean-Baptiste passait devant leur table, en allant jeter son plateau de déjeuner. « Tu as bien dormi la nuit dernière ? Peut-être que tu as fait des cauchemars sur des photos déchirées ?» Jean-Baptiste ne répondit pas, mais plusieurs élèves aux tables voisines avaient cessé de manger pour écouter. La tension dans la cantine devenait palpable, et même certains des professeurs commençaient à s'en rendre compte. « J'ai entendu dire que sa maman avait appelé l'école », ajouta Maxime assez fort pour que la moitié de la cantine l'entende. Elle voulait se plaindre que les enfants étaient méchants avec son précieux bébé. Ce n'était pas vrai, mais la vérité n'avait jamais été importante pour les brutes. Le mensonge se répandrait dans le réseau de commérage de l'école en quelques heures, ajoutant une autre couche d'humiliation à la réputation croissante de Jean-Baptiste en tant que victime. « Ça suffit », vint une voix de l'autre côté de la cantine. Tout le monde se tourna pour voir Léa Martin, une terminale qui était présidente du conseil des élèves et qui commandait généralement le respect des élèves et des professeurs. Elle marchait vers leur table avec une expression déterminée qui suggérait qu'elle avait finalement décidé d'intervenir. « Mêle-toi de tes affaires, Martin », avertit Antoine, mais sa voix manquait de sa confiance habituelle. Léa avait le genre de statut social qui pouvait rendre la vie difficile aux brutes si elles choisissaient de faire une affaire de leur comportement. « Non », dit fermement Léa, s'arrêtant directement à côté de Jean-Baptiste. « Je ne me mêlerai pas de mes affaires. Ce que vous faites est pathétique et tout le monde le sait. » Pendant un moment, Jean-Baptiste sentit une vague d'espoir que quelqu'un soit enfin prêt à tenir tête à l'équipe d'Antoine. Mais il savait aussi que l'intervention de Léa ne ferait qu'empirer les choses à long terme.
Les brutes ne réagissaient pas bien à l'humiliation publique et ils déverseraient leur frustration sur lui une fois qu'il n'y aurait plus de témoins. « Merci, dit doucement Jean-Baptiste à Léa. « Mais ça va, je peux gérer ça. » Léa le regarda avec surprise et déception. « Tu n'as pas à gérer ça seul, dit-elle. Il y a des gens qui t'aideront si tu demandes. » Mais Jean-Baptiste s'éloignait déjà, laissant Léa debout à côté de la table d'Antoine avec une expression frustrée. Il savait qu'elle voulait bien faire, mais elle ne comprenait pas la dynamique en jeu. L'équipe d'Antoine ne serait pas dissuadée par la pression sociale ou l'intervention administrative. Ils ne seraient arrêtés que par quelqu'un prêt à les rencontrer sur leur propre terrain. La confrontation finale eut lieu cet après-midi, alors que Jean-Baptiste quittait l'école. Il était délibérément resté tard à la bibliothèque, espérant que l'équipe d'Antoine abandonnerait l'attente et rentrerait chez elle. Mais en franchissant les portes d'entrée du lycée Victor Hugo, il les vit positionnés stratégiquement autour du parking. Antoine était appuyé contre une voiture près de la sortie, tandis que Kevin et Maxime s'étaient positionnés pour bloquer l'allée principale. D'autres élèves partaient en groupe, se dirigeant vers les bus et les voitures avec le bavardage désinvolte des adolescents dont le plus grand souci était les projets du week-end. Quelques-uns remarquèrent le positionnement de l'équipe d'Antoine et accélérèrent le pas, évitant instinctivement ce qui ressemblait à une situation en développement. Jean-Baptiste ajusta les bretelles de son sac à dos et commença à marcher vers la rue, espérant faire le tour du parking et éviter la confrontation. Mais Antoine se détacha de la voiture et cria assez fort pour que tout le monde l'entende. « Hé, Bleu, on doit parler !» Jean-Baptiste continua à marcher, mais il pouvait entendre des pas derrière lui alors que les trois brutes se mettaient au pas. Le parking se vidait rapidement alors que les élèves sentaient les ennuis et se faisaient rares. En quelques minutes, la zone autour de l'entrée de l'école était déserte, à l'exception de Jean-Baptiste et de ses poursuivants. « J'ai dit qu'on devait parler », répéta Antoine, sa voix portant le tranchant qui suggérait que la phase de discussion était presque terminée. Jean-Baptiste atteignit le trottoir et se tourna pour leur faire face. Les trois brutes s'étaient déployés en demi-cercle, coupant ses voies d'évacuation et se positionnant pour une intimidation maximale. Ils avaient l'air confiants, détendus même, comme des prédateurs qui avaient acculé leur proie. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Jean-Baptiste, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Qu'est-ce que je veux ?» Antoine rit, mais il n'y avait pas d'humour dedans. « Je veux que tu comprennes quelque chose, Marseille. Hier, tu m'as manqué de respect devant la moitié de l'école. Tu es parti quand je te parlais, et tu m'as fait paraître faible. Je n'ai manqué de respect à personne, dit calmement Jean-Baptiste. J'ai juste ramassé mes affaires, et je suis parti. Tu vois, c'est là que tu te trompes, intervint Kevin, faisant craquer ses doigts en préparation. Quand Antoine te parle, tu écoutes jusqu'à ce qu'il ait fini. C'est comme ça que le respect fonctionne. Maxime s'approcha, assez près pour que Jean-Baptiste puisse sentir l'odeur de cigarette sur ses vêtements. « On a essayé d'être gentil, dit-il. On a essayé de t'apprendre les règles facilement. Mais je suppose que tu as besoin d'une leçon plus dure. » Jean-Baptiste sentit le calme familier s'installer sur lui, le même état concentré dans lequel il était entré avant chaque combat dans le circuit clandestin. Sa respiration ralentit, sa vision s'aiguisa et sa conscience s'élargit pour saisir tous les détails de son environnement. Trois adversaires, dispersés mais pas professionnellement. Ils étaient habitués à intimider les victimes, pas à combattre des combattants entraînés. Antoine était le chef, mais probablement le plus faible physiquement. Kevin était grand mais déséquilibré, favorisant son côté droit. Maxime était le plus dangereux, bâti comme un lutteur avec des jointures calleuses qui suggéraient une véritable expérience de combat. « Dernière chance, Bleu !» dit Antoine, enlevant sa veste et la jetant de côté. « Mets-toi à genoux, excuse-toi de m'avoir manqué de respect, et peut-être qu'on te tabassera juste un peu. Continue à faire le dur, et on t'enverra à l'hôpital. » Jean-Baptiste enleva lentement son sac à dos, le posant soigneusement sur le trottoir. Le mouvement était délibéré, méthodique, et quelque chose à ce sujet fit faire un demi-pas en arrière à Kevin. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?»
demanda Jean-Baptiste, sa voix portant une nouvelle qualité qu'aucun d'eux n'avait entendue auparavant. Ce n'était pas de la peur ou de la supplication, c'était la certitude calme de quelqu'un qui savait exactement ce qui allait se passer. « Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ?» demanda Maxime, mais ses yeux étudiaient Jean-Baptiste avec une nouvelle attention, captant des changements subtils dans la posture et le positionnement. Jean-Baptiste se redressa après avoir posé son sac à dos, et quand il les regarda à nouveau, la transformation était complète. Le garçon calme et soumis qu'il terrorisait avait disparu, remplacé par quelqu'un avec l'immobilité prédatrice d'un combattant entraîné. « Ça veut dire, dit doucement Jean-Baptiste, que vous avez choisi le mauvais gamin. » Antoine se jeta le premier, lançant un coup de poing sauvage qui se télégraphiait à 1 mètre de distance. Jean-Baptiste esquiva facilement le coup de poing, entrant à l'intérieur de la garde d'Antoine et enfonçant un uppercut dans son plexus solaire qui le plia en deux. Alors qu'Antoine haletait pour reprendre son souffle, Jean-Baptiste attrapa l'arrière de sa tête et enfonça un genou dans son visage, l'impact produisant un son humide et craquant qui résonna à travers le parking vide. Antoine tomba sur le trottoir, du sang coulant de son nez, et ne se releva pas. Kevin et Maxime se précipitèrent sur lui simultanément, mais Jean-Baptiste s'attendait à l'attaque coordonnée. Il esquiva la charge de Kevin, attrapa son bras tendu et utilisa son élan pour le jeter face première contre le côté d'une voiture garée. Kevin heurta le métal avec un bruit semblable à un coup de feu et s'effondra au sol, gémissant et se tenant la tête. Maxime était plus prudent, tournant avec ses mains levées dans une position de boxe de base qui suggérait un véritable entraînement. « Qui diable es-tu » demanda-t-il, regardant la forme immobile d'Antoine avec choc et peur croissante. Jean-Baptiste ne répondit pas. Au lieu de cela, il avança avec une précision fluide, feintant haut avant d'enfoncer un coup dévastateur dans les côtes de Maxime. Le garçon plus grand se plia en deux et Jean-Baptiste enchaîna avec un crochet gauche qui fit claquer sa tête sur le côté et l'envoya tournoyer contre le mur de briques de l'école. Toute la confrontation avait duré moins de 30 secondes. Jean-Baptiste se tenait au milieu du trottoir, respirant à peine fort, regardant 3 brutes qui avaient appris la différence entre intimider les victimes et combattre quelqu'un qui savait se battre. Antoine était semi-conscient, marmonnant de manière incohérente à travers son nez cassé. Kevin était toujours appuyé contre la voiture, craignant de bouger au cas où il aurait une commotion cérébrale. Maxime avait glissé le long du mur et était assis par terre, crachant du sang et se tenant les côtes. « Écoutez attentivement, » dit Jean-Baptiste, sa voix portant facilement à travers le parking. « Ça se termine maintenant. Vous ne me parlez pas, vous ne me regardez pas, et vous ne me touchez certainement pas ni mes affaires. Si j'entends dire que vous embêtez quelqu'un d'autre comme vous m'avez embêté, je vous trouverai et nous aurons une autre conversation. Vous comprenez ?» Maxime acquiesça faiblement, ses yeux ne quittant jamais le visage de Jean-Baptiste. Kevin réussit à dire un oui douloureux depuis sa position contre la voiture. Antoine était encore trop hébété pour répondre de manière cohérente. Jean-Baptiste ramassa son sac à dos et s'éloigna, laissant les 3 brutes à différents stades de conscience et de blessure sur le trottoir derrière lui. En atteignant le coin, il put entendre Maxime aider Antoine à se relever et Kevin gémir qu'il avait besoin d'aller à l'hôpital. Le lendemain matin, au lycée Victor Hugo, Jean-Baptiste franchit les portes d'entrée portant le même blouson bleu, mais tout le reste avait changé. Les élèves s'écartèrent pour le laisser passer, certains avec un respect évident, d'autres avec des regards nerveux qui suggéraient que le mot de la confrontation sur le parking s'était rapidement répandu dans le réseau de commérage de l'école. L'équipe d'Antoine était introuvable pendant la première heure, et à l'heure du déjeuner, des rumeurs circulaient selon lesquelles ils s'étaient tous déclarés malades. Jean-Baptiste mangea son sandwich à sa table d'angle habituelle, mais cette fois, personne ne le dérangea. En fait, plusieurs élèves se firent un devoir d'acquiescer respectueusement en passant, y compris Léa Martin, qui s'arrêta pour lui dire qu'elle était contente qu'il se soit enfin défendu. Quand Antoine, Kevin et Maxime revinrent finalement à l'école 3 jours plus tard, ils étaient sensiblement différents. Le nez